À présent, voyons voir un cas parmi tant d'autres. Nous voilà maintenant dans une modeste demeure, comme plusieurs dans ce quartier, où vivent Marcel et Gisèle. Marcel, un homme sédentaire de 69 ans à la retraite, comme tous les vendredis, lit son journal, bière entre les jambes et cigarette à la main. Ne se sentant pas dans son assiette, il appelle sa femme. Il lui dit qu'il a mal à la tête et qu'il se sent un peu étourdi. Gisèle lui répond de se reposer le temps qu'elle aille faire les courses. Il s'écoule 2 heures avant le retour de Gisèle à la maison. À son arrivée, elle s'informe de l'état de Marcel pour savoir si celui-ci s'est amélioré. Mais Marcel ne fait que marmonner, donc elle se rapproche. Voyant son mari, Gisèle a la bonne réaction et accourt au téléphone et compose le 911. Dès que la réceptionniste du service d'urgence lui répond, Gisèle s'empresse de lui décrire le visage affaissé de Marcel. Elle lui demande si en plus du visage affaissé de son mari, il a une incapacité de lever ses bras normalement ainsi qu'un trouble de la parole. En effet, on dénote chez Marcel tous ses symptômes. Ces derniers reflètent la présence d'un AVC et il n'y a pas de temps à perdre. Elle leur envoie en vitesse une ambulance. Bien évidemment, Gisèle vit une angoisse incomparable. La question se pose, a-t-on intervenu trop tard pour son beau Marcel? Pour répondre à cette question, il faut d'abord bien comprendre les fondements et les caractéristiques de l'AVC. L'accident vasculaire cérébral ou AVC est connu sous 2 grandes catégories. D'abord, l'AVC ischémique est caractérisé par l'obstruction complète d'un vaisseau sanguin dans le cerveau par un caillot. D'autre part, on parle d'AVC hémorragique lorsqu'il y a rupture d'un vaisseau accompagné d'un saignement incontrôlé à l'intérieur du cerveau. D'après l'IRM effectué par les médecins, pour localiser de façon précise la zone mal irriguée du cerveau à Marcel, il souffre d'un AVC ischémique. Celle-ci est la forme la plus fréquente, donc voilà pourquoi nous nous attarderons particulièrement à cette branche de l'AVC. Tout d'abord, le caillot causant l'ischémie peut provenir de 2 voies différentes. Si c'est par une artère menant directement au cerveau, on parlera alors de thrombose. Ici, comme c'est le cas chez Marcel, le caillot naît dans la grande circulation veineuse, il s'agit d'une embolie. À présent, voyons voir ce qui s'est passé dans le corps de Marcel. Le caillot s'est créé au niveau de son bassin, soit dans la veine fémorale. Sa formation est causée par une anomalie de facteurs de coagulation. Normalement, ceux-ci participent à la formation d'un caillot suite à une lésion. Ces facteurs viennent favoriser l'agglutination excessive des plaquettes, créant ainsi le caillot. L'obésité de Marcel entraîne une prédisposition à la formation anormale de caillots. Les médecins sont venus à la conclusion que celui-ci a remonté par la veine cave inférieure jusqu'au cœur où le système cardio-respiratoire l'a acheminé jusqu'aux artérioles du cerveau, soit aux portes du cortex moteur primaire et dans l'aire de Broca de l'hémisphère gauche. Ce même caillot diminuera l'afflux sanguin, ce qui privera les cellules nerveuses d'oxygène. Après un certain laps de temps, il y aura apoptose, c'est-à-dire la mort des neurones. En mourant, celles-ci libéreront du glutamate qui est en fait le principal neurotransmetteur excitateur rapide du système nerveux central. Cet apport important en glutamate occasionnera la toxicité du milieu interstitiel. C'est ce qu'on appelle l'exotoxicité. En effet, le glutamate provoque une hyperexcitation des cellules avoisinantes, ce qui engendrera leur mort par 3 processus différents. Une augmentation de la glycolyse, de l'eau ainsi que l'activation des protéases. La quantité importante de neurotransmetteurs se lie au récepteur NMDA, ce qui ouvre les canaux ioniques perméables au calcium et en laisse entrer en grand nombre. L'entrée de cet ion favorise l'expulsion du potassium intracellulaire. Ce débalancement du gradient de concentration force la protéine transmembranaire sodium-potassium à pomper activement l'ion perdu. Le rythme auquel l'ATP fait par la glycolyse n'arrive pas à satisfaire la surcharge de travail de la pompe. Plus ce besoin d'ATP est grand, plus la quantité d'acide lactique, qui est en fait le résultat du mécanisme, augmente dans la cellule. Cette augmentation de calcium et de glycolyse mènera à plusieurs conséquences pour les neurones. D'abord, le pH diminue jusqu'à un seuil intolérable pour le neurone. La membrane se lise et il y aura donc apoptose. De plus, l'arrivée des ions polaires est suivie de celle des molécules d'eau, qui pénètrent dans la cellule entraînant l'œdème. Le calcium active aussi des enzymes qui libéreront l'acide arachidonique, un acide gras ayant un rôle dans l'inflammation, qui produira des radicaux libres d'oxygène.
Ces derniers s'attaquent aux chromosomes et rendent les membranes cellulaires plus sensibles aux toxines. Elle devient donc non fonctionnelle. Aussi, les radicaux libres favorisent l'adhésion du cholestérol aux parois des artères, rendant la victime plus susceptible à un nouvel AVC. De surcroît, la forte concentration de calcium active des protéines digestives nommées protéases. Celles-ci dégraderont des protéines intracellulaires et priveront les cellules nerveuses d'accomplir plusieurs de leurs fonctions vitales, menant ainsi à leur mort. En somme, l'entrée de calcium ainsi que l'augmentation de la glycolyse causent la mort cellulaire de diverses manières, soit par une baisse du pH, un gonflement de la cellule causé par une entrée d'eau, une destruction des protéines intracellulaires par les protéases, en plus d'une cessation de la production d'ATP. Tous ces processus contribuant à l'exotoxicité endommagent ou tuent les neurones autour du lieu bloqué par le caillot, causant ainsi l'AVC de Marcel. Chez un neurone trop endommagé, la partie distale se sépare de la partie proximale et la myéline couvrant l'axone distal se dégrade. C'est le processus de dégénérescence wallérienne. Sa perte proximale, quant à elle, peut subir une chromatolyse, qui entraîne des changements métaboliques pouvant mener à sa mort. Les débris de myéline seront phagocytés par les astrocytes, permettant ainsi un endroit optimal pour la repousse synaptique collatérale, comme nous pouvons le voir à l'écran. Ce phénomène se produit suivant la mort d'un neurone présynaptique. En effet, il y aura réinnervation du neurone postsynaptique orphelin. Ce mécanisme de réorganisation neuronale, passant par la repousse synaptique, permet un potentiel de plasticité. À présent, retournons au roi Martial qui vient tout juste d'être admis à l'hôpital. À l'urgence, les médecins décident d'effectuer un CT scan pour déterminer son type d'AVC. Puisque c'est un AVC ischémique impliquant un caillot, on lui administrera l'activateur de plasminogène tissulaire, le TPA, qui peut agir jusqu'à 4h30 après l'incident, assurant donc une éradication complète du caillot. Une administration rapide est essentielle, considérant le fait que chaque heure d'attente se mesure une perte neuronale équivalente à un vieillissement normal de 3,6 années. Ce médicament agit comme éclaircisseur, c'est-à-dire qu'il va dissoudre le caillot et rétablir la circulation sanguine, et donc l'apport en oxygène au cerveau. Suite au manque d'oxygène prolongé du système nerveux central, diverses atteintes peuvent survenir. Comme affiché sur la figure à l'écran, les symptômes peuvent varier d'un hémisphère à l'autre. Chez Marcel, on note une atteinte du côté gauche. Parmi les troubles soulevés, des difficultés à assimiler les nouvelles informations et une hémiparalysie du côté droit, dont une atteinte plus sévère à la main. Maintenant, qui intervient dans le processus de rétablissement de Marcel suite à tous ces symptômes soulevés? Évidemment, on compte sur le travail de toute une équipe multidisciplinaire. Regardons plus précisément le rôle de l'ergothérapeute. En termes de plasticité, la récupération de la fonction motrice dépend des mécanismes de réorganisation neuronaux, mais aussi de la précocité, la fréquence et de l'intensité de la rééducation. En ergothérapie, on peut intervenir de multiples façons. L'ergothérapeute prend connaissance du dossier lors d'une rencontre avec Marcel. Ensuite, le professionnel de la santé décidera du moment où l'intervention débutera, puisque le timing, c'est-à-dire le délai d'intervention adéquat, doit être ni trop tôt pour ne pas aggraver les séquelles, ni trop tard pour empêcher une réhabilitation déficiente. Il y a effectivement des bienfaits neurologiques à commencer la thérapie dès que le médecin juge le patient prêt, car l'efficacité synaptique du processus de potentialisation à long terme se verra augmenter, surtout dans le premier mois. Un ergothérapeute attendra de 3 à 5 jours avant de faire passer des évaluations motrices, fonctionnelles et cognitives pour évaluer ses habiletés et son autonomie. Avec des résultats comme ceux de Marcel, un plan d'intervention classique pourrait impliquer les prochaines approches. D'abord, la thérapie par contrainte, qui est un des moyens les plus efficaces, consiste en l'utilisation forcée du membre atteint. En effet, plus la zone corticale endommagée est stimulée, plus elle guérira et au bout de 6 mois de thérapie, elle reviendra à la normale. L'ergothérapeute peut également envisager une approche par rémédiation. Cette technique consiste à travailler les facteurs limitant la réadaptation des membres atteints, afin de les éliminer et de maximiser la thérapie par contrainte. Par exemple, si le patient a de la difficulté à se concentrer sur les exercices moteurs demandés par l'ergothérapeute, ce dernier priorisera d'abord la pratique des habiletés cognitives du patient. L'utilisation de la méthode par compensation est aussi recommandée. Celle-ci comprend entre autres l'adaptation du domicile avec des barres d'appui dans la salle de bain, une rampe extérieure ainsi qu'un lève-personne afin de faciliter ses déplacements. De plus, l'ergothérapeute assure la répétition d'entraînement spécifique de la motricité fine déficiente de Marcel en utilisant des crayons et des ustensiles.
Il lui enseigne également des méthodes de transfert au bain et au lit et l'accompagne également dans le choix de nouvelles occupations plus appropriées à sa condition physique. Comme il en a été question, l'AVC a de nombreuses répercussions sur la santé, mais il peut être évité. Un suivi médical, ne pas boire et ne pas fumer de façon excessive, une saine alimentation pour éviter un haut taux de cholestérol, le maintien d'un poids santé, l'exercice physique et le maintien d'une glycémie normale aident à prévenir les accidents vasculaires cérébraux. À présent, regardons quelques faits percutants concernant l'AVC. Au Canada, on estime qu'il y a un AVC à toutes les 10 minutes. 40% de ceux touchés souffrent d'une déficience modérée ou grave. 10% des personnes atteintes sont si gravement handicapées qu'elles nécessitent des soins à long terme. C'est même la troisième cause de décès au pays. Comme nous l'avons mentionné au début, chaque heure écoulée depuis le début de l'AVC équivaut à une perte de neurones correspondant à 3,6 années de vieillissement. On parle d'environ 13,8 milliards de synapses par minute qui sont détruites.